Parfait. Donc, on peut commencer. Bien, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce troisième webinaire sur le verdissement qui est donné dans le cadre de la campagne Vivre en vert. Donc, moi, je me présente, je suis Myriam Gemme, chargée de projet au Credo, et c'est moi qui aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, je vous transmets quelques petites informations de routine là, par rapport à la plateforme Zoom. En fait, tout au long de la présentation, comment ça va se dérouler, c'est qu'il va y avoir un bloc d'à peu près 30 à 40 minutes de présentation avec notre intervenant que je vous présente sous peu. Et par la suite, le restant de l'heure va être dédié à des échanges et si vous avez des questions, vous pourrez les poser à ce moment-là. Donc, si vous avez des questions au moment de la présentation, n'hésitez pas à les écrire dans le chat pour ne pas les oublier ou à vous les noter. Puis après, pendant la période de questions, vous aurez juste à lever la main et je vais pouvoir gérer les tours de parole à ce moment-là. Ensuite, je vous inviterai à vous renommer si ce n'est pas déjà fait, là, juste à indiquer votre nom quand vous allez dans Participants et dans les options. Et puis finalement, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, donc il sera rendu disponible là, dès cet après-midi ou demain sur le site web Vivre en vert. Parfait. Donc, pour la mise en contexte, je rappelle que ce webinaire-là est donné dans le cadre de la campagne Vivre en vert qui est coordonnée par le Credo. Et cette campagne-là vise le verdissement des communautés vulnérables de Gatineau. Donc, le Credo, avec ses partenaires, offre un soutien à une dizaine d'organismes dans la ville qui vont mettre en œuvre des initiatives de verdissement dans leur communauté d'ici à décembre 2022. Et maintenant, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Mathieu Bélan de Nature Québec. Donc, je vous le présente rapidement. Mathieu a réalisé un baccalauréat en aménagement et environnement forestier, puis une maîtrise en sciences forestières à l'Université Laval. À l'embauche depuis plus de 2 ans chez Nature Québec, mais il occupe maintenant le poste de coordonnateur du programme Milieu de vie en santé. Donc, sans plus tarder, je lui laisse tout de suite la parole pour la partie présentation. Merci beaucoup, Myriam. J'essaie de faire ça une demi-heure top chrono. Je sais que notre temps à tous est précieux, puis après ça, il y aura une période de questions. Peut-être pour commencer, si vous avez envie d'écrire dans le chat, si vous représentez une organisation, juste c'est quel type d'organisation, parce que là, on va parler de communication, de sensibilisation, mais les exemples, nous, on travaille dans plein de domaines. Donc, si par exemple, je vois qu'il y a 5 commissions scolaires, centres de services scolaires, par exemple, ça me permet de donner des exemples plus typiques par rapport à votre milieu. Donc, si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Ça va guider un peu plus mes exemples. Sinon, je vais y aller de façon générique. Alors voilà, je vais vous partager mon écran. Super, centre de service scolaire. Super, merci. Partage d'écran. OK. Alors, vous devriez voir mon PowerPoint en mode lecture. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Yes, super, merci. Regroupement des cuisines collectives. Ah, c'est super intéressant ça. OK, donc voilà, aujourd'hui, comme vous le savez, j'espère, je vais vous parler un peu de sensibilisation, de communication, d'enjeux par rapport à tout ça. C'est des questions vraiment larges. J'espère que vous allez en apprendre un peu plus. Puis n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin à la période de questions, à me poser des questions. Je ne sais pas les connaissances de tout le monde, donc je prends un peu de la base pour essayer de vous transmettre un peu d'informations. Puis, donc voilà, aujourd'hui, on va parler, rapidement, je vais vous présenter mon organisme, Nature Québec et MDS. Ensuite, je vais vous parler de l'enjeu des îlots de chaleur parce que c'est super important, puis les arbres sont primordiaux pour contrer ça. Ensuite, je vais vous parler comment sensibiliser les gens à un projet en particulier. Donc, s'il y a des gens qui sont là en tant que porteurs de projet, cette section-là, ça devrait être intéressant. Puis, je reste vraiment de base parce que je veux traiter de plusieurs sujets, mais n'hésitez pas si vous avez besoin de points plus précis, là, on s'en reparlera. Ensuite, création de signalétiques. Donc, des signalétiques, c'est quoi? C'est des petits panneaux. J'en ai un qui est justement prêt à installer derrière moi. Donc, c'est des panneaux qu'on va installer sur place. Et ensuite, un peu un plan de communication, comment communiquer. Merci, table de concertation Gatineau-Ouest, conseillère municipale. C'est le fun de voir tout ça, plein de monde. C'est super intéressant.
Donc, Nature Québec, c'est un organisme national de conservation des milieux naturels qui est là depuis 40 ans. On va avoir notre fête de 40 ans cette année. C'est super le fun. On travaille principalement à la protection de la biodiversité, notamment en ce moment, un des gros combats, c'est la protection du caribou forestier. On travaille beaucoup aussi en termes d'énergie, de climat, comment bien utiliser l'énergie, la protection des forêts. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler plus dans le cadre de notre campagne qui est reliée à l'environnement urbain. Donc, Milieu de vie en santé, c'est un programme de Nature Québec. Puis, l'objectif est de faire la démonstration des bienfaits des îlots de fraîcheur pour lutter contre les bienfaits des îlots de fraîcheur pour lutter contre la pollution atmosphérique. On a 7 lignes directrices principales que vous pouvez voir rapidement. Ça vaut la peine, j'en parle un petit peu parce que c'est vraiment au cœur de tous nos projets, puis ça va revenir plusieurs fois dans ma présentation. Le premier, c'est la canopée, donc maximiser la canopée existante. Donc, en gros, là, ce que ça veut dire, c'est ne pas couper d'arbres existants pour dire on va en replanter 2 qui vont être efficaces dans 30, 40, 50 ans. Donc, garder les arbres en place le plus possible. Ensuite, quand ce n'est pas possible, le verdissement, donc verdir, qui est super intéressant aussi, puis reverdir des endroits, par exemple des endroits qui sont bétonnés, qui sont pleins d'asphalte. Ensuite, la gestion des eaux pluviales, on le sait, un sol perméable versus un sol imperméable, ça va aider beaucoup à la gestion des eaux pluviales de la ville. La réflectance, je vais y revenir rapidement, mais c'est de maximiser les surfaces qui reflètent la chaleur. La collectivité, donc comment on peut faire des projets collectifs qui aident à la mobilité durable. Puis tout ça, on pense toujours aussi à la biodiversité. Donc, voilà. Nos lieux d'intervention, on travaille beaucoup dans des classes plein air, donc pour les commissions comme on fait beaucoup de ruelles vertes, on travaille avec des établissements de santé, des oasis urbaines, donc dans beaucoup de milieux différents. OK, donc l'enjeu des îlots de chaleur, l'importance des arbres sur la santé. En gros, un îlot de chaleur, c'est quoi? C'est un endroit qui est beaucoup plus chaud. Il y a principalement 2 raisons. La première, c'est soit par exemple des parcs industriels, il y a des rejets de chaleur, ça va créer un îlot de chaleur, ou ça peut être, puis ce qu'on voit souvent, c'est en lien, puis là, l'image le montre super bien, c'est par rapport à la minéralisation. Donc, les surfaces minérales, ce que je veux dire par là, c'est du béton, de l'asphalte principalement. Ça va absorber la chaleur puis ça va la concentrer. Ça n'en reflète pas beaucoup, alors que, par exemple, un arbre, du gazon, ça va en refléter une plus grande partie. Ça, c'est un quartier à Québec. J'aurais pu prendre des exemples comme ça. Là, on les voit super bien. Là. Donc, on voit, je ne sais pas, voyez-vous ma souris? Oui, donc ici, c'est la rivière Saint-Charles. Donc, c'est le cimetière Saint-Charles. C'est un endroit, on peut voir sur la photo à côté, qui est bien vert. C'est un parc, c'est des arbres. Donc, c'est un endroit qui est vraiment plus frais. Par exemple, que ça, c'est un centre commercial, Fleur de Lys. On peut voir sur la photo correspondante un gros stationnement. C'est ultra chaud. Donc, voici un îlot de chaleur. C'est vraiment problématique sur la santé. C'est une grosse problématique de santé publique à travers le monde. Il y a beaucoup en fait, tous les organismes en santé publique s'y intéressent. Il y a des études qui proviennent de partout à travers la planète là-dessus. C'est un problème mondial parce qu'on minéralise de plus en plus de surface à travers la planète dans tous les centres urbains. Pourquoi c'est un problème? Ça va être un problème parce que ça va engendrer des problèmes ponctuels, par exemple des faiblesses, des coups de chaleur. Ce qui peut être grave, un coup de chaleur, ça peut être grave notamment chez les populations vieillissantes qui ont plus de difficultés à gérer leur température, là, donc leurs processus sont moins efficaces. Donc, c'est pour ça que dans les vagues de chaleur, on voit beaucoup de personnes vieillissantes qui sont affectées finalement. Mais c'est aussi problématique pour les gens qui ont des maladies chroniques. Donc, tous les gens qui ont des maladies chroniques, de diabète, de problèmes cardiovasculaires, ça va empirer les problèmes. Les problèmes de santé mentale aussi, des grosses journées chaudes, dans un îlot de chaleur, ça peut être vraiment problématique. Puis, c'est encore plus problématique parce qu'on sait que la population vieillissante au Québec est en voie de devenir, je ne sais plus c'est quoi le chiffre, là, mais un gros, je pense que c'est 30% d'ici 2025, 2030, je ne sais plus, qui vont être en haut de 60 ans. Donc, on rentre dans un moment où il y a de plus en plus de population vieillissante. Il va y avoir de plus en plus d'épisodes de température extrême aussi avec les changements climatiques. On dit que d'ici 2050, le nombre de journées chaudes, donc supérieur à 30 degrés, va doubler. Donc, c'est une problématique qui est vraiment importante. Puis ce qui est plate, c'est que la solution,
La plus simple, la moins chère, c'est de planter des arbres, mais planter des arbres, ça prend 20, 30, 40, 50 ans avant qu'on ait des bénéfices qui soient clairs. Donc, on peut planter des arbres, il faut planter des arbres tout de suite si on veut avoir des bénéfices dans 30 ans. Si on attend, il va être trop tard. Donc, j'espère vous convaincre de l'importance des arbres et de la problématique des îlots de chaleur. Si vous êtes intéressé, il existe une carte des îlots de chaleur. J'ai mis un lien ici, mais c'est disponible sur le site de l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique. Toutes les grosses villes, mais il y a aussi beaucoup de petites municipalités qui sont incluses là-dedans. Donc, c'est super intéressant pour savoir où concentrer nos actions. Les arbres vont avoir des effets bénéfiques. Pourquoi? Ils vont réduire la température de deux façons. La première, c'est simplement c'est de l'ombre, donc la chaleur ne se rend pas jusqu'à nous, elle est reflétée à la surface des arbres. Puis le deuxième processus, c'est l'évapotranspiration. En gros, c'est l'arbre, quand ils font de la photosynthèse, ils transforment la lumière en sucre. Donc, ils vont absorber une partie de la chaleur pour leur processus. Puis, les arbres aussi vont réduire la pollution atmosphérique, il y a des études qui montrent à quel point c'est ultra bénéfique sur la santé. Il y a plein de façons de maximiser ça. Puis, il y a des effets qui vont être plus au niveau micro. Par exemple, de s'asseoir en dessous d'un arbre, c'est clair, c'est à un petit endroit localisé par rapport à des effets qu'on va appeler plus macro, à plus grande échelle. Donc, un parc, ça va réduire la température. Oui, dans le parc, ça fait un îlot de fraîcheur, mais ça va réduire aussi la température aux alentours. Donc, les parcs, c'est un super bon investissement pour réduire la consommation d'énergie en été, moins de climatiseurs, etc., etc. Puis, un aspect super important aussi, c'est que les populations vulnérables au changement climatique, dans plusieurs cas, c'est vraiment quelque chose moi, je trouve ça fascinant et en même temps terrible. Il y a une grande inégalité en termes d'accès à la nature. Les gens les plus défavorisés vont généralement avoir moins accès au parc. Ça, c'est un constat qui est fait dans plusieurs villes. Donc, ça fait aussi qu'il y a des populations, certaines franges de la population qui ont des problèmes de santé existants, qui vont être empirés, qui n'ont pas accès au parc. Donc, il y a plusieurs problématiques. Puis, on essaie vraiment de concentrer chez MBS, puis je pense le Credo aussi, puis en général, les organismes de verdissement, les actions dans les milieux qui sont les plus vulnérables au changement climatique, aux îlots de chaleur, etc. J'espère vous avoir convaincu de l'importance des arbres et de la problématique des îlots de chaleur. Maintenant qu'on sait ce problème-là, que vous le savez, comment on fait pour sensibiliser les gens concrètement à un projet? Parce que là, c'est bien beau, on peut faire, la communication, c'est à deux niveaux. Nature Québec, Milieu de vie en santé, on a une page Facebook de 40 000 personnes, Nature Québec, MBS, c'est 8 000 personnes. On travaille à une échelle qui est grand public. On travaille at large, je vais dire en bon québécois. Mais après ça, comment on fait quand on a un projet en particulier pour essayer d'intéresser les gens, pour essayer de les sensibiliser à l'importance? Ça, j'ai quelques diapositives, mais je m'attends plus à ce qu'il y ait une discussion là-dessus parce que c'est vraiment du cas par cas. Puis en fait, le gros de mon message, je vais vous le dire tout de suite, c'est que la communication, il faut y réfléchir, puis c'est du cas par cas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de message qui va fonctionner pour tous les milieux. Ce n'est pas vrai qu'on est capable d'arriver dans une cuisine collective puis arriver de la même, attaquer le problème de la sensibilisation de la même façon que dans une école primaire. C'est impossible. Fait qu'il faut vraiment réfléchir à qui on parle. Je vais vous donner quelques exemples, puis après ça, on pourra en discuter. Donc, ce qu'on veut pour sensibiliser les gens, c'est d'outiller les citoyens. On veut qu'ils comprennent le problème. Puis comment on fait pour ça? C'est de vulgariser vraiment des compétences un peu plus techniques. Par exemple, si on veut sensibiliser les gens dans une cour d'école à l'importance des arbres, on montre aux enfants, aux enseignants, aux citoyens et citoyennes qui habitent à côté comment observer un lieu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le lieu? Est-ce que c'est une grande cour d'asphalte où on va là en plein été et puis on amène les gens, on leur fait voir, on leur fait ressentir comment on se sent vraiment être sur le lieu. On peut leur faire identifier des végétaux qui sont présents sur place. On peut dire, voici une zone perméable versus imperméable. Ça, c'est de l'asphalte, ça, c'est de la terre. L'eau, vous voyez, ça s'infiltre à cet endroit-là. Là-bas, ça ne s'infiltre pas. Donc, c'est de donner les outils aux gens pour qu'ils comprennent l'importance des îlots de chaleur et l'importance de la problématique spécifique à votre lieu.
Moi, je trouve ça super intéressant. Là, à droite, là, ici, on a fait une activité de dégustation. On est allé sur place dans un projet de verdissement qu'on allait réaliser. Puis l'objectif, c'était de faire une forêt nourricière. Donc, en gros, c'est des arbres, c'est des arbustes, puis tout est comestible là-dedans. Puisqu'on voulait on voulait intéresser les gens, puis la façon d'y arriver, on est arrivé avec une assiette de dégustation de chacune des plantes qu'il y avait là. Puis les gens pouvaient venir déguster sur place. Donc, il y avait un aspect très sensoriel d'aller là. Les gens étaient interpellés par ça, par l'aspect dégustation. Puis une fois là, on leur faisait comprendre c'est quoi une forêt nourricière, à quoi ça sert, puis qu'est-ce que vous aimeriez le plus voir dans votre forêt nourricière. Ah, ça, c'est quelque chose, c'est très acide, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Fait que, c'est super intéressant comme activité de mobilisation. Pour outiller les citoyens, justement, il y a plusieurs médias, il y a plusieurs façons d'y arriver. Je trouve que pour des projets en particulier, aller sur place, c'est un incontournable, que ce soit dans des séances d'information, que ce soit s'il y a un événement dans un quartier, par exemple, d'aller faire un kiosque, d'avoir une présence sur place pour intéresser les gens au projet. Ça peut être de faire des sondages en ligne, des vidéos qu'on retransmet si on sait qu'on a, par exemple, je ne sais pas, là, les cuisines collectives, s'il y a un groupe Facebook d'une cuisine collective, est-ce qu'on est capable d'envoyer un sondage pour que les gens participent? C'est de trouver des façons de directement aller rencontrer les gens. Puis quand je dis que c'est difficile de vous donner une solution, c'est parce que vraiment chaque projet doit être réfléchi en fonction des moyens de communication qu'on a. C'est important aussi, si on veut que les gens soient sensibilisés à l'importance du projet, il faut qu'ils puissent s'approprier le projet, puis ça fait un lien avec la conférence qu'il y a eu, je crois, la semaine passée sur la mobilisation. Donc, il faut que les gens soient partie prenante du projet, puis je dis à toutes les étapes, mais de façon réaliste, c'est le plus possible, au moins consulter 2 ou 3 fois en amont du projet pour qu'ils puissent donner leurs idées, leurs craintes, leurs réalités. Donc, tout ça, ça va faire en sorte que les gens vont s'approprier le projet. Puis c'est important aussi de travailler avec les intervenants, les intervenantes communautaires, les enseignants, les enseignantes, parce que c'est eux autres qui connaissent vraiment les principaux intéressés. Donc, nous, on a travaillé il n'y a pas si longtemps que ça dans un immeuble à Québec, un HLM. C'est des gens avec des personnes âgées avec déficience intellectuelle. Donc, c'est une clientèle particulière. Puis pour nous, ce qui était vulgarisé, finalement, on a vu le travail de l'intervenante communautaire sur place de rendre ça à un niveau qui était comme complètement ailleurs que ce qu'on pensait. Puis on écoutait ça, c'est donc bien fascinant la façon dont elle connaît les personnes. Donc, elle leur permet de... Est-ce que, monsieur Tremblay, avez-vous déjà mangé des pommes, vous, quand vous étiez jeune? Est-ce que c'était bon? Oui, OK, voilà, voici... On fait un lien avec la personne qui est direct, qui est concret. Donc, on passe par l'expérience. OK. Là, je vous donne quelques outils pour sensibiliser puis inciter à l'action. Tout ça, c'est disponible sur notre site Internet de Milieu de vie en santé. Donc, dépendamment, mais si on veut inciter les gens à planter des végétaux, on a le guide d'entretien des végétaux. On a le passeport aux idées fraîches qui est plus au niveau citoyen, d'inciter les citoyens à passer à l'action. Ça touche peut-être moins les différents porteurs de projets. On a un gros plan sur la biodiversité urbaine. Ça, M. Lavoie, pour les enseignants, c'est super intéressant. OK, donc création de signalétique. Je vais vite un peu. On va voir si vous avez des questions, n'hésitez pas. Création de signalétique. Donc, à quoi ça... En fait, première des choses, avant même de penser à faire une signalétique, il y a toujours des questions à se poser en communication. Qui on veut atteindre, qui est notre public cible par rapport à ce projet-là, cette signalétique-là, qui est-ce qu'on veut atteindre, quel est notre message, puis une fois qu'on a trouvé ça, quel est le visuel le plus approprié. Puis pour chaque projet, il faut se reposer la question. Vous allez voir, je vais vous montrer des exemples chez MBS qu'on a fait, Milieu de vie en santé, puis c'est vraiment typique par projet. En gros, nous, les réponses qu'on a trouvées pour nos signalétiques de façon générale, on veut avoir une visibilité sur le terrain. Ça, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de parents, d'enseignants, entre autres, dans les cours d'école où on a fait des classes plein air. Ils voient les affiches, ils disent c'est donc bien le fun, je veux ça pour l'école de mon enfant aussi. Fait que ça nous arrive souvent de nous faire contacter. Donc, visibilité sur le terrain. Deuxièmement, puis ça, c'est super important, la sensibilisation. Donc, on veut que les gens soient sensibilisés au projet, comprennent l'importance du projet. Comment on fait ça chez MBS?
on va toujours utiliser nos lignes directrices. Donc, selon le type de projet, là, les lignes directrices dont j'ai parlé tantôt, on va dire comment ils sont en lien directement avec le projet. Donc, mobilité durable, il y a un rack à vélo, par exemple. Ça peut être aussi simple que ça. Donc, voilà, c'est de faire un lien entre c'est ça, entre les principes puis l'importance concrète sur le terrain. Où il y a souvent aussi des petits, le saviez-vous, des petits fun facts sur les arbres, sur la biodiversité, sur n'importe quoi. Puis bon, on espère toujours aussi susciter l'action, donc de différentes façons, vous allez voir. Donc, rapidement, quelques exemples de signalétique qu'on a fait. À gauche, ici, c'est pour une classe plein air. Donc, dans le cas d'une classe plein air, qui est notre public cible, ce sont principalement les enfants, ce sont aussi les parents, les enseignants. Quel est notre message? Mais encore une fois, on veut s'assurer que nos lignes directrices soient toujours là. Donc, le mobilier offre aux élèves un endroit calme et convivial pour socialiser et apprendre. OK, voici. Ensuite, pour les enfants, nous, on utilise des phylactères, là, donc des bulles. On fait dire aux enfants, puis c'est très apprécié. On prend des vrais témoignages, puis voilà. Donc, ça, c'est pour nos classes plein air. Puis le visuel aussi, vous remarquez, nous, on va beaucoup y aller avec l'aquarelle parce que c'est simple, c'est facile d'approche. Ça dit ce que ça a à dire facilement. Maintenant, pour les oasis, donc ça, c'est des projets de divertissement qu'on fait à travers la ville. Même chose, nos lignes directrices. Là, par contre, le visuel va être plus une photo. Donc, c'est plus concret, les gens, c'est super intéressant aussi. Puis, on met un petit fun fact dans ce cas-là. Établissement de santé, bon, on est un peu dans le même genre. Là, ce coup-là, on est allé plus avec un visuel SketchUp pour ceux qui connaissent ça, mais une esquisse un peu plus sommaire des principaux points. Puis les lignes directrices, on les met directement dedans, comme ça. Encore une fois, ça met l'accent sur l'aspect qu'on veut montrer. Bon, ce genre de signalétique-là de forêt nourricière qui indique où sont les plantes, on se le fait beaucoup demander. Cependant, nous, avec le temps, on ne pense pas que c'est une bonne idée. On l'a déjà fait, on essaie de le faire le moins possible maintenant. Pourquoi? Principalement parce que les végétaux, ça change. Nourricière, par exemple, par définition, ce n'est pas statique, c'est dynamique. Les plantes changent avec le temps. Puis il y en a qui vont survivre, il y en a qui vont arriver naturellement, ça va changer, c'est toujours en mouvement constant. Donc, ce genre de signalétique-là, oui, c'est le fun parce que ça sensibilise les gens, par exemple, au fait qu'il y a une plante médicinale qui peuvent faire une infusion ou que c'est, je ne sais pas, un bleuet, un cerisier, peu importe, mais dans les faits, c'est tellement dynamique que ça ne fonctionne pas selon notre expérience. Fait qu'il y a comme quelque chose à réfléchir par rapport à ça. On voit l'intérêt, mais ça ne dure pas à travers le temps. Donc, on ne recommande pas ce genre de signalétique-là. Bon, ça, c'est pour les ruelles vertes. Là, vous voyez qu'on a réfléchi à qu'est-ce qu'on veut. Là, c'est plus convivial avec, ruelle verte, circulation locale, et le petit dinosaure sur, un petit enfant sur la misère, trottinette. Voilà, enfant au jeu. Donc, un petit mot sur le plan de communication, mais peut-être juste une petite synthèse sur cette partie-là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, que c'est pour ça que vous êtes venus probablement. Il faut réfléchir à qui on parle, qu'est-ce qu'on veut dire. Puis, c'est pas compliqué, il faut prendre le temps en amont avant de penser quoi que ce soit, comment sensibiliser. C'est de bien penser à qui on parle puis de quelle façon. Fait que voilà. Puis là, encore une fois, plan de communication, une autre section. La communication, c'est pas sorcier. C'est encore une fois à qui on parle, comment on s'adresse, de quelle façon, quel visuel, quel médium, puis qu'est-ce qu'on dit. Donc, pour ça, c'est une partie, je ne sais pas si ça va peut-être intéresser d'autres personnes, mais bon, c'est important, encore une fois, de bien cerner son public cible. Est-ce qu'on est avec des organismes, avec le grand public, avec des citoyens, des conseillères municipales comme Mme Chan, par exemple? Donc, c'est important de vraiment penser à qui on parle. Ensuite, c'est de choisir les moyens de communication les plus adaptés à ce public. Donc, est-ce que le ton aussi, est-ce qu'on est dans quelque chose de plus revendicateur? Est-ce qu'on est dans quelque chose de plus convivial? On incite à l'action. Ça, c'est peut-être quelque chose de clé, c'est d'essayer d'inviter les gens à participer
à travers là, j'ai dit publications, je pense réseaux sociaux, évidemment, mais à travers toutes nos communications, c'est de voir comment les gens, on peut les inviter à participer. Donc, est-ce que ça peut être des sondages, ça peut être poser des questions? Est-ce qu'on peut, un petit peu, je m'étais pris des petites notes sur cette section-là. Bon, c'est ça. Donc, est-ce que, voilà, ça peut être de partager des photos d'événements, ça peut être, il y a beaucoup de façons, mais les gens, c'est beaucoup plus intéressant si on est capable de les accrocher d'une façon ou d'une autre. Il y a entre autres beaucoup l'éducation par le divertissement qui est à la mode ces temps-ci, parce qu'entre autres, avec les réseaux sociaux, on est bombardé d'informations, on a de la misère de plus en plus à lire des longs textes, etc., etc. Donc, il faut essayer de trouver une façon d'accrocher les gens pour qu'ils restent avec nous. Donc, l'éducation par le divertissement, ça peut être une super bonne façon de faire. Vous irez lire sur le sujet si ça vous intéresse. Puis bon, en gros, poster sur les réseaux sociaux, c'est gérer une communauté, il faut y penser. Mais ça peut être aussi en personne. Donc, voilà, il y a beaucoup de façons de passer un message. Là, je suis très réseaux sociaux dans ce qui s'en vient parce que vous allez voir, là, je trouve que c'est des bons exemples de publications que nous, on a fait, entre autres, Milieu de vie en santé. La première ici, c'est juste parce que je trouvais qu'il y avait un petit ton justement un peu plus revendicateur un petit peu. On est plus un peu, sans rentrer dans la confrontation, mais on parle vraiment de la protection de l'environnement, puis on essaie d'aller chercher quelque chose, un message plus punché, je vais dire un petit peu, avec quand même toujours un petit un appel à l'action en français. Donc, on invite les gens à participer, dans ce cas-ci, à aller voir une capsule. Donc, dans ce cas-ci, à droite, vous voyez qu'on continue quand même à aller sur place, puis c'est important quand on le fait. C'est important de le faire, c'est important que les gens voient que vous êtes présent sur place, mais c'est important aussi en tout cas, c'est le fun de faire un suivi, que les gens puissent voir des visages aussi, hein, plus que des paysages, c'est le fun, mais mettre des visages, c'est super important aussi. On demande des animaux sociaux, puis on aime ça voir des faces. Fait que voilà, c'est super intéressant. D'autres exemples, bon, ici, je le trouvais super intéressant juste pour l'utilisation des emojis. C'est toujours quelque chose à gager, est-ce qu'on en met trop, pas assez, de quelle façon? Puis après ça, encore une fois, toujours une petite question, une petite façon d'essayer d'accrocher les gens. C'est scientifiquement prouvé. Un doute, demandez-nous les études en commentaire. Donc, d'essayer d'aller provoquer un petit peu la réaction. Puis finalement, une autre publication par rapport aux ruelles vertes, ça, c'est une vidéo qu'on a mis. Donc, vous voyez que les façons, les moyens de communiquer, il y en a plusieurs. Dans ce cas-ci, notre page Facebook, c'est parce que c'est un public large, donc on essaie d'aller chercher différentes franges par différentes publications. Voilà. Puis, quand communiquer, trouver des dates clés, inciter à l'action à ces dates. Ça peut être, par exemple, au printemps, d'essayer de faire en sorte que les gens plantent des plantes sur leur balcon. En plein été, il y a par exemple les alertes chaleur qu'on fait, comme vous pouvez voir à droite. Donc, quand il annonce au-dessus de 30 degrés, on fait une alerte chaleur avec des trucs sur comment, avant l'événement, comment se préparer, puis après ça, pendant l'événement, c'est quoi les points d'eau les plus proches dans la ville, etc., etc. Voilà, ça fait beaucoup le tour. J'ai été rapide, mais mon message clé, encore une fois, je l'ai dit à peu près 10 fois, puis je le dis pour la dernière, à qui on s'adresse, quel est notre message, quelle est la meilleure façon d'y arriver. Puis ça vaut pour tous les aspects de la sensibilisation, de la communication. Dans toutes les situations, c'est pas compliqué, il faut juste réfléchir à notre message. Puis pour ça, si vous avez l'expertise, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à aller parler en fait, je vais arrêter de partager. En fait, si vous ne l'avez pas, je vais même aller un peu plus loin. Nous, on mentore, entre autres, des projets, mais on a aussi du temps où on peut aider, on peut donner des conseils en termes de verdissement. On a une certaine banque d'heures pour ça, en termes de sensibilisation. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques à votre projet, allez-y, posez-moi-les dans 2 minutes, mais si vous avez besoin, je veux dire, d'une consultation, si vous avez besoin d'une heure on a pensé à telle façon de faire, avez-vous des conseils à nous donner? Est-ce que vous pensez que ça fonctionne? N'hésitez pas à m'écrire. J'ai mis mon courriel dans le bas de la présentation, puis on vous enverra la présentation.
Mais on a du temps pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez besoin de conseils là-dessus. On est là pour vous. Fait que, pour les porteurs de projets, devrais-je dire, de vivre en vert. Là. Puis, s'il y a d'autres gens intéressés, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Là, ça me fait plaisir. Mais voilà, ça fait le tour. Super, merci beaucoup Mathieu. C'est vraiment une belle présentation, super intéressant aussi avec les exemples concrets que tu nous as donnés. Pour votre information aussi, vous retrouverez toutes les infos disponibles. Comme je vous disais, oui, on a l'enregistrement, mais les PowerPoint aussi des présentations vont être sur le site web également. Donc, vous pourrez retrouver là, les adresses, les contacts et tout sans problème. Excellent. Bien, on est déjà à la moitié du webinaire. Donc là, on passera à la période de questions. Donc, si les gens ont des questions, je vous inviterai tout simplement à lever la main et puis on va pouvoir y répondre. Je vois qu'il y a une main levée de Yves-Alain. Oui, je me demandais, moi j'aimerais vraiment faire le tour des classes au secondaire. Là, on en a vraiment beaucoup. On a une augmentation de clientèle en plus. Là, on est rendu 1600 élèves et éventuellement, dans une présentation beaucoup plus courte avec les enseignants parce qu'ils sont toujours très débordés, là, mais les élèves, c'est possible. J'ai une période de 75 minutes. Je vois que tu as présenté un PowerPoint tantôt. Il y a des choses qui pourraient aller pour les plus jeunes, là, pour les ados. Là, j'ai de 12 à 17 ans. Là. Mais y a-t-il quelque chose qui est plus un PowerPoint qui serait plus adapté là, sur les îlots de chaleur versus le milieu urbain pour que je pourrais utiliser au lieu de me taper toute la construction parce que je dois avouer, je n'y arrive pas. Là, je suis totalement débordé actuellement, plus les mesures sanitaires qu'il faut respecter. Tout est très compliqué. Fait que si jamais vous aviez déjà quelque chose, je pourrais m'en servir, quitte à l'adapter si vous m'en donnez la permission, évidemment, tout en mentionnant que ça vient de vous, là, évidemment. Bien, possiblement. Pour les classes plein air, on a plusieurs. En tout cas, je ne sais pas exactement. Il faudra se reparler peut-être ce que vous avez besoin un peu plus, mais on fait souvent des présentations dans les écoles. Puis, si on parle justement de sensibilisation aux îlots de chaleur, c'est sûr qu'on a du matériel. Après ça, nous, ça va plus spécifique généralement pour la construction, puis la réflexion d'une classe extérieure avec les enseignants, avec les élèves. Donc, mais tu sais, il y a possiblement du matériel qu'on pourrait reprendre puis faire en tout cas, je veux dire, couper à certains endroits puis faire une présentation au total. En tout cas, on s'en reparlera si vous voulez. Je pense que ce serait l'idéal en fonction de vos besoins, voir qu'est-ce qu'on a déjà comme matériel qu'on pourrait vous refiler. Parfait. Fait qu'on pourra peut-être se rejaser un autre moment, puis bâtir quelque chose. Puis moi, je serais, si mettons, je l'adapte, je pourrais vous le refiler, puis vous faites ce que vous voulez avec si vous avez le goût après là, pour l'utiliser pour d'autres groupes là, qui sont dans la même situation que moi. Là. Ah, Merci. de mieux. Parfait, merci Yves-Alain. Puis oui, c'est une bonne idée, là, cette idée de PowerPoint. On pourrait même éventuellement la réutiliser pour les autres écoles de vivre en vert. Là. En tout cas, on verra ce qu'on peut faire avec ça. Puis je suis disponible aussi pour mettre du temps. Si l'enjeu, c'est vraiment de bâtir la présentation, ben, je serai là aussi là, si jamais il y a besoin. Merci beaucoup pour ton commentaire, là, super pertinent. Maintenant, on a une main levée de Kimberly Chan. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Malheureusement, ma caméra ne fonctionne pas. J'avais une question. On est en train de refaire notre plan d'urbanisme à Chelsea. Puis ça va inclure toute une vision puis des politiques qui vont vraiment guider notre prise de décision dans le futur. Est-ce que vous avez déjà travaillé? On est plutôt une municipalité rurale, mais on a maintenant des centres urbains. Puis on a beaucoup de développement dans ces centres-là, c'est vraiment concentré. J'ai vu dans d'autres grosses villes, il y a des politiques pour des jardins pour les pollinisateurs. C'est ça comment on dit ça en français? Pollinators? OK. Puis, je me demandais si vous avez déjà travaillé avec des municipalités pour leur aider lorsqu'ils refont leur plan d'urbanisme, parce que ça va être le guide pour les prochaines 20 ans, 25 ans, pour leur aider à inclure des politiques de verdissement dans ces endroits-là. Parce que je fais beaucoup de recherches moi-même, mais on est un petit conseil de justice, conseiller-conseillère, puis je trouve que ça serait un outil qui aiderait vraiment. Donc, je me demandais juste si vous avez des outils sur votre site web ou est-ce que
vous avez déjà fait des, ça s'appelle comment? Pas des événements, mais des groupes de travail avec des conseils ou des municipalités de ce genre-là? Je peux répondre, puis Myriam, après, si tu as d'autres choses aussi, tu auras de l'information. De notre côté, on n'a pas d'outils en tant que tel pour quelque chose de spécifique comme ça. Cependant, en ce moment, on est en train de travailler avec une autre ville, la ville de Val-des-Sources. On travaille un peu sur un schéma d'urbanisme, un concept d'urbanisme. On n'est pas, en tout cas, on est plus là comme rôle de conseiller, c'est-à-dire qu'on amène notre expertise. Évidemment, notre expertise n'est pas celle d'une municipalité. Je ne pense pas on pourrait vous aider, vous conseiller clairement, mais après ça va être de travailler ensemble. Ce serait de voir qu'est-ce qui vous intéresse. Je ne sais pas si ça peut rentrer dans le cadre de Vivre en Vert ou pas. Sinon, s'il y a de l'intérêt, vous pouvez me recontacter puis on regardera qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Myriam, sinon, je peux te laisser la parole. Oui, c'est sûr que pour le cas de Vivre en Vert, ça ne pourrait pas cadrer parce que l'argent est dédié à la ville de Gatineau. Donc, c'était vraiment spécifique pour les villes, les grandes villes là, au Québec, ce fonds-là. Par contre, je sais que, moi, ça fait seulement 1 an que je suis au Credo, mais les années passées, on avait un programme qui s'appelle le programme Air ouvert. Je pense qu'on a déjà travaillé avec Chelsea, d'ailleurs, dans le cadre de ce programme-là, pour un accompagnement des municipalités là, justement là, par rapport au verdissement. Je pourrais peut-être là, regarder un peu plus en détail, là, ça consistait en quoi exactement ce programme-là, puis voir aussi avec ma coordonnatrice. Là. Mais on pourrait peut-être vous aiguiller là-dessus, vous donner des pistes, là, c'est certain. Donc, ce que je peux faire, je pourrais juste garder votre contact puis vous revenir là-dessus, là, en fait, avec plus d'informations. Ah oui, parfait, ce serait super parce qu'en tant que municipalité plutôt rurale, on n'a pas vraiment l'expertise maintenant avec tout le développement de vraiment comment faire avec ces centres du village-là que la province nous a demandé de créer. Donc, ça serait intéressant de le bien faire. Donc, s'il y avait vraiment des bonnes pratiques qui ont été adoptées dans d'autres municipalités, ça serait super aussi de les trouver, mais ce n'est pas facile à trouver malheureusement sur Internet. Oui, non, c'est ça, je comprends. Mais ça, si vous voulez juste m'envoyer peut-être en message privé ici votre courriel, comme ça, je vais noter ça, puis je vais aller m'informer. En tout cas, une petite parenthèse, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup. Il y a beaucoup d'expertise en tout cas verdissement, en urbanisme ou autre dans les grandes villes. Puis c'est super parce qu'il y a un immense besoin là. Mais nous, ce qu'on constate aussi beaucoup, c'est un besoin dans les plus petites municipalités en région aussi, où les enjeux sont totalement différents. Les façons de procéder sont différentes. Puis on constate ça, on voit qu'il y a un certain manque à cet endroit-là. Puis bon, il y a différents organismes qui peuvent aider, mais la question est très bonne. Excellent. Bien, merci pour votre intervention, Kimberly. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas d'autres questions ou commentaires par rapport à vos projets ou je pense que les porteurs de projets qui étaient là présentement, c'est des projets qui sont un peu plus pour le long terme, le 2022, là, donc vous êtes encore en phase de planification. Ah, je vois José, oui, tu avais une question? Ah, non. OK. J'avais juste... Ah, OK, c'est un applaudissement silencieux. Excellent. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, ben, je me demandais aussi, là, étant donné, Mathieu, tu avais parlé de la signalisation. Je pense que ça va être super intéressant là, pour les projets Vivre en Vert. Comme tu dis, tu te rendais disponible pour du conseil là, au niveau de la sensibilisation, mais ça pourrait s'appliquer aussi, par exemple, pour des organismes qui développent une signalétique pour leur projet. Oui, absolument. On s'en reparlera. Si on en a 20 à faire, on regardera de quelle façon on peut s'arranger. Mais si on a quelques demandes, ça peut en fait, ça rentre dans le financement qu'on a reçu. Là, donc, oui, il n'y a aucun problème. Super. N'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit juste qu'est-ce que vous en pensez, ou on a pensé à ça, ou au contraire, vous ne savez pas par où commencer. On est là, puis on peut vous donner un coup de main. N'hésitez pas. On en a fait une couple, fait que ça nous fait plaisir de retransmettre un peu de cette expertise-là. Excellent. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ce serait
Tout le monde est content. Ça a été clair et précis, je pense, la présentation et tout. Donc, de toute manière, on est toujours disponible s'il y a des questions qui viennent un peu plus tard. Vous pouvez m'écrire directement ou même à Mathieu là, avec son courriel dans la présentation PowerPoint. Et là, je vois qu'il y a une main levée de Margarita. Oui, c'est moi. Non, c'est simplement pour vous remercier parce que, encore une fois, une super présentation très claire. Ça nous guide vraiment. Alors, encore une fois, vous faites un travail formidable. Merci beaucoup. Super, mais merci Margarita pour ton beau commentaire. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, ce serait peut-être justement le beau commentaire de la fin là, fait par Margarita. Ça pourrait clore ce webinaire d'aujourd'hui. Un petit rappel aussi pour vous dire qu'il va y avoir le dernier webinaire d'une série de 4 qui s'en vient mercredi prochain, donc à la même heure, à midi. Et ce webinaire-là va porter sur l'entretien des végétaux. Donc, ça va être super important, super pertinent aussi pour vos projets. Donc, avec Yannick Robert d'Orticité, on va essayer de voir ensemble comment on peut développer un plan d'entretien dans le cadre de vos projets. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. Merci encore, Mathieu, pour ta super présentation. Puis merci à tous d'avoir été présents à ce webinaire. Donc, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci. Merci, au revoir.